Bonjour à tous et merci d'être avec nous en ce dimanche matin sur YouTube pour cette émission En roue libre avec l'association 40 millions d'automobilistes. On est ravis de vous retrouver ce matin et merci beaucoup à vous deux. Pierre Chasserie est à mes côtés. Bonjour Pierre. Bonjour Malolo. Bonjour Jade. Bonjour. Vous l'avez constaté, on ne sera jamais que tous les trois. Il y a d'autres invités. Cette émission est vraiment l'émission de tout ce qui va rouler. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on ne va pas parler que de voitures. Restez avec nous. Il y a des choses qui nous énervent, il y a des choses qui nous font plaisir, il y a des choses qui nous passionnent. Voici en gros le programme. Et on n'oublie pas la présence de Maître Yoska qui nous apportera ce qu'il faut savoir ou pas de ce qu'on a droit ou non de faire sur la route. Allez, c'est parti. Et on commence cette émission avec vous, directement avec l'actu. Et c'est toi, Jade, qui commence avec une actu assez étonnante. Oui, alors la semaine dernière, on vous annonçait le 50 km/h sur le périphérique dès le 1er octobre, mais maintenant on apprend aussi que 50% des stationnements devraient être supprimés à Paris d'ici 2030. Donc ça représente environ 60 000 places de parking. C'est quand même énorme. Il y en avait plus de 220 000 il y a quelques années. On est passé à 120, 140. On va tomber à 60 000 places. Bon courage si vous voulez vous garer dans les capitales. Je ne sais pas si tu t'y gares, mais ça sera parking souterrain ou rien. Et ça entraîne quoi? Eh ben, ça entraîne le fait que, du coup, le prix des parkings, ce qui est rare et cher, eh bien, les prix des parkings vont augmenter. Ceci étant dit, par contre, ça fait de la place sur la route pour ceux qui vont avoir envie de courir, et entre autres le marathon. C'est quoi cette histoire de dossard? C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on savait que la ville de Paris, elle aimait pas trop les automobilistes, qu'elle prenait de l'argent, Laurence, dès qu'on pouvait sur le stationnement. Attends, je vais te donner un truc. Si tu veux faire le marathon de Paris, bon, Ouais. ok, Il faut un peu d'entraînement. un petit peu. En 2017, 80 € l'inscription. En 2024, de 110 à 170 €. Je trouve ça pas mal quand même. Donc ça râle du côté de ceux qui courent et qui trouvent décemment que c'est beaucoup trop cher. C'est trop cher aussi et je peux vous dire qu'il y en a d'autres qui râlent, parce qu'on a parlé de la voiture, on a parlé là des runners, en tout cas ceux qui courent. J'ai aussi envie que l'on parle des cyclistes. Ça fait crisser aussi ce qui se passe actuellement autour de Longchamp. Oui, autour de Longchamp. Je ne sais pas si tu as envie de faire un petit tour de vélo, Jade. Non, pourquoi pas. Mais je ne sais pas si tu as entendu parler. Mais alors, si tu es cycliste, c'est l'endroit autour de l'hippodrome de Longchamp où les cyclistes, finalement, font un petit peu de vélo. Eh bien, réaction de la ville de Paris phénoménale. Ils ont installé combien de marquages au sol, ralentir, piétons, je ne sais plus trop quoi. Une quarantaine. Une quarantaine de marquages au sol qui disent « Attention vélo, ne roulez pas trop vite », seul endroit où on peut à peu près rouler dans Paris finalement, parce qu'il faut faire attention aux piétons. Alors je résume, on n'aime pas les voitures, on n'aime pas les piétons, on n'aime pas les cyclistes, on n'aime pas trop les marathoniens. Je me demande ce qu'on aime à la ville de Paris. Eh bien, on va peut-être aimer les véhicules d'occasion. Et si vous avez décidé d'en changer, c'est peut-être le moment. Oui, exactement, car le prix moyen des véhicules d'occasion est en train de baisser avec une moyenne de 150 € en moins. Donc c'est vraiment le moment. Et puis, puisqu'on parle de baisse et de prix moyen, je crois que c'est BYD qui est en train de changer, de faire baisser ses prix. Oui, ils font baisser leur prix de leurs véhicules, notamment les véhicules neufs. Tu sais pourquoi? Pour réagir au bonus écologique dans certains pays qui a disparu. Tiens, l'Allemagne. Pourquoi? En Allemagne, ils ont supprimé le bonus écologique sur les véhicules électriques. Eh bien, la réalité en Europe, la tendance, elle est à la baisse des ventes de véhicules électriques. Tu te trompes un petit peu parce qu'en Norvège, 94% des véhicules achetés en août, c'était l'électrique. Ah. 94%. Oui, c'est énorme. Donc Bah. on estime que d'ici 2025, 100% du parc pourrait passer donc électrique. Là-bas, mais je sais pas, ils la donnent l'électricité, c'est gratos. Même pas, comment le ça se prix est quasiment pas différent de la France. Bon, après, c'est vraiment les pays du Nord, là-haut, sont... Je vais pas dire très en avance, ça voudrait peut-être dire que je trouve que c'est bien d'avoir que des voitures électriques, mais ils sont différents. Ouais, en mais tout cas. les villes, elles sont à plat. Et en fait, non, mais c'est vrai, Non, mais c'est tout vrai. est plat. Alors, Donc y a pas il que y a ça. des prises. Tandis que toi, tu habites au 7e étage. Qu'est-ce que tu fais avec ta prise? Tu la jettes par la fenêtre avec Il y a la pas que rallonge ça, de 50 mètres? c'est aussi un peu plat. Ah oui. Un peu plat, donc il n'y a pas besoin de... Bon, ceci étant dit, allez, on va continuer notre actu dans le rétro. Et il s'est passé quelque chose à Toulouse, Pierre, où un automobiliste qui a provoqué un accident a été sauvé par son téléphone. Alors ça, c'est génial. Ah ouais. C'est-à-dire que dans nos téléphones portables, il y a ce qu'on appelle un accéléromètre. Cet accéléromètre, il permet de détecter le fait que si je jette ton téléphone contre le mur, eh bien le téléphone sait qu'il allait vite et qu'il s'est arrêté net. Autrement dit, un accident. Eh bien, l'automobiliste, le jeune homme d'une vingtaine d'années qui a terminé contre un platane, son smartphone a appelé directement les services de secours parce qu'il avait la bonne application. Ah ouais. Et ça, c'est un dérivé de ce qui se passe dans les voitures récentes, le système du
e-call. Le système du e-call, on l'a tous pour des véhicules très récents. Et en cas de choc, eh bien, vous entendez une petite voix qui vous appelle dans la voiture pour demander si tout va bien. Et s'il n'y a personne qui répond, on envoie les services de secours. Regardez dans vos voitures, ça se situe entre les deux sièges passagers au niveau du rétroviseur. Vous allez voir cette petite boîte un petit peu sympathique. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle, comme quoi les téléphones portables sont aussi peut-être ceux qui vont nous permettre de... Comme quoi, le smartphone au volant, des fois, c'est pas mal, mais pas l'utiliser. Bon, merci beaucoup pour cette actu dans le rétro. Tout de suite, on continue notre rendez-vous et vous allez voir que ça va aussi concerner l'actu. Ça s'appelle Sortie de piste et c'est Pierre qui s'y colle. Et c'est un de nos nouveaux rendez-vous. On l'a appelé Sortie de piste. Alors, en quoi consiste ce rendez-vous, Pierre? Alors, Lolo, j'en ai marre. Ça aussi, ça me gonfle. Ce qui me gonfle, c'est d'être sur beaucoup de médias, tu le sais, on m'entend beaucoup, et souvent j'ai affaire à des propos qui sont totalement lunaires. Des gens qui se permettent de dire tout et n'importe quoi, sans aucune étude, avec une expertise qui est somme toute rudimentaire, et quelquefois on n'a pas ce droit de réponse. On ne peut pas répondre à cette propagande, et j'ai décidé chaque semaine de vous proposer la sortie de piste de la semaine, c'est-à-dire notre star, celui qui a raconté tout et n'importe quoi, voilà, celui ou celle qui a raconté n'importe quoi, eh ben je vais m'en occuper. Et cette semaine... Mon petit doigt me dit que la maire de Paris est sortie de la piste. Anne, je ne pouvais pas commencer sans t'envoyer ce petit message. Alors, le problème, Anne, c'est que déjà, sérieusement, mais où est-ce que tu fais tes études? Parce que toutes les études que tu commandes, manifestement, j'ai l'impression qu'elles viennent du café du commerce. Très honnêtement, je ne sais pas dans quel bistrot tu fais les études. Parce qu'objectivement, la phrase que tu as dit ne va pas. Tu as dit que la baisse du périph' à 50 km/h, c'était une mesure de santé publique. Sous-entendant qu'avec une limitation à 50 km/h, on allait baisser les émissions polluantes. Problème, Lolo, moi j'ai un souci. Je vais regarder une première étude, parce que les études, elles sont têtues. Je prends une étude, celle du CEREMA. C'est un institut indépendant, hein. C'est un institut très sérieux de mesure de qualité de l'air, de mesure de surveillance des émissions polluantes. Je vous laisse regarder à l'écran la courbe des émissions polluantes. Comme tu le vois, Lolo, eh bien à 80 km/h, c'est à peu près entre 80 et 70 l'endroit où on pollue le moins. Donc forcément, si on baisse la limitation, regarde sur la courbe, eh bien qu'est-ce que tu vois? Tu vois bien qu'à 50 km/h, on pollue davantage. Il suffisait de regarder les études. Oui, mais quelquefois, il y a des études qui peuvent se contredire. Oui, non, parce que tiens, j'en ai une deuxième. Est-ce que tu connais l'agence de maîtrise de l'énergie? Je raccourcis, c'est l'ADEME. Alors l'ADEME, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est l'État. Donc l'État, on peut quand même faire confiance à ses études. Eh bien voilà ce que dit l'ADEME. Elle dit que au-dessus de 70 km/h, les réductions de vitesse ont un effet plutôt positif sur les émissions polluantes. Tiens, ça me rappelle la courbe qu'on a vue juste avant. Par contre, elle précise, en dessous de 70 km/h, cet effet est plutôt négatif. Mais alors concrètement, là, on peut voir quand même que les études, enfin la maire de Paris, elle fait pas ça comme ça. Enfin, j'imagine pas que Madame Hidalgo, elle a sorti ça de son chapeau. Non, on pourrait se dire qu'elle a peut-être copié des villes. Oui, Rennes, par exemple. Eh ben non, en fait on a une jurisprudence, c'est la jurisprudence de la ville de Rennes. À Rennes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une expérimentation du 70 km/h, une baisse de 90 à 70. Regardez les conclusions, ça parle de sol. Le bilan sur la pollution, rien de significatif. Le bruit, aucune évolution n'a été mise en évidence. Les accidents, la tendance est restée stable. Quant à la fluidité, l'expérimentation du 70 a montré des dégradations sur certains secteurs et aucun secteur n'a connu d'amélioration de la circulation. Alors, bref, moi je vois qu'une seule raison pour baisser le périph' à 50. C'est qu'à mon avis, Anne, quand tu pars au boulot, t'es pas pressé d'y arriver. C'est très bon. Merci beaucoup, Pierre. Allez, quant à nous, maintenant, on continue. Et notre prochain rendez-vous, ça va être la conduite accompagnée de Louane. Il va être une question de peut-on se garer un peu n'importe comment, en double fil ou pas? La réponse, c'est à suivre. Vu l'heure qu'il est, là, t'as pas faim? Ça te tente un petit croissant, un café, un truc? Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Ouais, je prendrais bien un petit déj, ça te tente? Oui, oui. Eh ben, nickel. Hop. Hop là, bouge pas. Un trottoir. J'arrive. Un trottoir. Mais tu fais quoi? J'arrive. Eh ben, j'ai cherché un croissant. Mais non, Louane, on est sur le trottoir. Louane!
comme ça, on se gare n'importe où. T'es une pro du double fil, toi. Alors bien évidemment, c'était une mise en scène. On n'a enfreint aucunement le code de la route. Mais pourtant, ce sont des infractions qui existent vraiment. Bah oui, figurez-vous que c'est 25% des infractions qui sont liées à un stationnement gênant ou dangereux. Alors évidemment, pour en savoir plus à ce sujet, on fait appel à notre avocat expert en droit routier, Monsieur Maître Yoska. Merci d'être là cette semaine. Merci à vous de m'avoir invité, comme d'habitude. Alors, la question, on vous la repose, Maître. Oui, je crois qu'il faut faire la différence entre le stationnement dangereux en double fil et dangereux. C'est-à-dire un stationnement en double fil, la plupart du temps, c'est la baguette, le paquet de cigarettes, déposer le môme ou le reprendre. C'est bien évidemment problématique parce que ça va embouteiller très rapidement une rue et ça va empêcher bien évidemment les autres personnes de passer. La double fil n'est pas faite du tout pour ça, elle est faite pour avancer, elle n'est pas faite pour s'arrêter 2 secondes. C'est le grand classique du Parisien qui vous dit 2 secondes. Mais non, en 2 secondes, vous avez embouteillé quasiment un quartier. Il n'y a pas que le Parisien, hein, ça arrive dans toutes les grandes villes. Hein. Donc 35 € d'amende, 75 € d'amende majorée. Et puis surtout, il y a le stationnement dangereux. Ah. Et là, le policier qui relève l'infraction peut considérer que c'est un stationnement dangereux. Et là, ça fait beaucoup plus mal. C'est une infraction qui est punie d'une amende conséquente, éventuellement d'un retrait de permis de conduire de 3 ans et de 3 points. Donc vous voyez que là, en l'occurrence, si vous contestez votre amende ou si vous êtes renvoyé devant le tribunal de police, vous pouvez être suspendu, votre permis de conduire peut être suspendu pendant très longtemps. S'il a été dangereux, s'il a entraîné une dangerosité particulière justement vis-à-vis des autres, et s'il a été dangereux pour vous. Donc faites très attention, ça dépend uniquement du policier qui relève l'infraction. Il peut décider que c'est une double fil simple, vous collez une prune, on n'en parle pas, et puis éventuellement le stationnement dangereux. Donc il faut faire la différence. Très bien. Bon, la prochaine fois, je trouverai un parking alors. Oui, on peut prendre du temps. C'est beaucoup mieux. Et pas que Ou une place, tout simplement. Oui, voilà. Ben, un parking, une place au parking. Voilà. Oui. Parce que, en fait, moi, je trouve que les gens ne pensent pas assez aux autres sur la route et se garent ou font des choses sur la route qu'en pensant qu'à eux. Alors que si on pense un peu aux autres, ben, on va chercher une place de parking. Et puis, il faut penser à soi surtout, parce que la personne qui arrive éventuellement, elle peut être perturbée par votre conduite, elle peut éventuellement être amenée à se tromper de pédale, vous rentrer dedans, créer un accident, enfin voilà. Donc, il faut faire attention à soi et aux autres. Et aux autres. Évidemment. Parce que, comme le dit Pierre, la route, c'est le plus grand réseau social. Allez, après notre rendez-vous conduite accompagnée, nous vous gardons, Maître Yoska, avec cette chronique « Permis, pas permis », c'est maintenant. Peut-on confisquer les clés de notre voiture si par exemple on est ivre? Louane, c'est la question qu'on avait envie de poser à notre avocat. Alors, à votre avis, les filles, je vous fais le débat. Ok. On est dans une soirée, Laurence a bu beaucoup plus que de raison, Ça peut Louane, tu t'en rends compte, tu la vois repartir avec de la soirée avec ses clés à la mer, et tu te dis, je vais lui confisquer, est-ce que tu as raison, est-ce que tu as tort? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'avant qu'on vous donne notre réponse toutes les deux, ben, Louane, vous êtes allé poser la question aux gens dans la rue. Écoutez-vous. Me confisquer mes clés de voiture pour m'empêcher de conduire quand je suis ivre. Permis. Permis. J'aurais dit pas permis. C'est permis. Permis. Ouais. Oui, c'est permis. Permis. Absolument permis. Bon, donc Camille, c'est permis, je pense. Permis est même chaudement recommandé. Ah bah oui, a priori, on pense que c'est permis. Moi, je serais assez de cet avis aussi. Ouais, moi aussi, je partagerais le même avis, Laurence. Maître, permis, pas permis? Alors, c'est du bon sens. Il n'y a pas de loi qui vous donne l'obligation de. C'est-à-dire qu'il faut s'approcher de la personne, essayer de la ramener à la raison, essayer de lui faire comprendre que sa conduite est dangereuse, mais faire attention, parce que vous n'avez pas de dispositif juridique qui vous donne l'autorisation d'arracher les clés de la main de la personne et de la contraindre justement à ne pas conduire. Et puis, on n'est pas obligé non plus d'arracher les clés des mains, on peut éventuellement prendre les clés, et puis elles disparaissent dans la soirée, et puis quelqu'un la met dans sa poche, et puis contraint la personne éventuellement à rappeler un taxi. Mais je crois qu'il faut le faire plus intelligemment, parce que au sens de la loi, vous n'avez pas
de dispositif juridique qui vous donne ce droit. Donc ni les gendarmes ni la police, normalement, n'ont le droit, entre guillemets. Alors, en revanche, la justice, le personnel de police a la possibilité D'accord. de vous retirer les clés de vos voitures. C'est ce qu'elle va faire quand elle va vous prendre en excès de vitesse, en alcoolémie, en conduite stupéfiante. À ce moment-là, elle va vous coller immédiatement un arrêté de suspension, de suspension du permis de conduire, qui sera repris après par le préfet, qui va vous coller une suspension préfectorale. Mais là, on est dans un dispositif légal. Bon, après, que ce soit bon, la police ou nous, voilà, ça tombe sous le sens. C'est quand on aime quelqu'un, on le retient s'il a trop bu. Louane, merci beaucoup. Maître, je vous garde pour la 3e chronique parce que on va accueillir Gabin. Et Gabin qui réalise également ce rendez-vous et qui a toujours cette passion d'aller nous trouver des panneaux bizarres. Il tombe toujours dans le panneau d'ailleurs, c'est maintenant. Et ben voilà, ça y est, on l'a de nouveau à notre compagnie, c'est Gabin qui s'est assis à mes côtés, il est tout beau Gabin aujourd'hui. Alors, quel panneau aujourd'hui vas-tu nous proposer de découvrir? Bon, Laurence, Jean-Baptiste, je vous propose de découvrir ce panneau-là. Ils ont volé les anneaux des JO. Alors, le Gabin commence à devenir vicieux. C'est-à-dire que nous avez fait un premier panneau qu'on pouvait éventuellement avoir croisé. Celui-là, à mon avis, on le croise à la périphérie de Rennes. Ouais. Non, sur une bande dessinée, tu sais, on dirait ça roule vite. Dans la périphérie de Rennes, à mon avis. C'est ça. Ah oui, ça y est. Alors pourquoi la périphérie de Rennes? Car c'est un panneau qui représente une entrée de rocade. Alors une rocade, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une rocade. C'est une route sur laquelle on va s'engouffrer pour faire le tour d'une ville. Le tour complet. Oui, mais ça peut La être un définition périphérique. du Larousse. Ok, Alors, pardon. selon le Larousse, c'est une voie contournant la partie centrale d'une agglomération par opposition radiale. Vous avez compris? Radial, c'est pas des pneus, ça? Non, là, il s'agissait la plupart du temps de la rocade. Il s'agit d'une route qui contourne complètement et qui était la plupart du temps pensée pour les camions. C'est-à-dire pour pas rentrer dans la ville, parce que, comme en Normandie, vous avez beaucoup de camions qui rentraient dans une petite ville et qui créaient beaucoup de Ou nuisances. en Bretagne. Ou en Bretagne, on crée des rocades qui font le tour complet. Il y en a une à côté de l'Aigle. Ça y est, oui, elle fait le tour de l'Aigle. Eh oui, madame. Tout à fait. Donc, des rocades, ou autrement appelées périphériques, c'est des routes où la vitesse est limitée entre 70 qui va jusqu'à 110 km/h. Ça dépend où, hein. Ça dépend où, parce Parce que que Madame là, Hidalgo, on a décidé autrement à Paris. D'ailleurs, on ne trouvera pas ce panneau à Sur le Paris. périph'. Non. Non, tout à fait. Donc ce panneau, il est carré. Donc carré, un panneau carré veut dire qu'il est informatif. Et donc ce panneau, il y a 2 anneaux dessus qui représentent le premier pour la rocade intérieure L'extérieur. et le deuxième pour la rocade extérieure. On va vous apprendre à vous... Ça tombe sur... Ben- Bah, ça serait dommage pour un avocat. quand Non, même. mais il m'est arrivé, pour être tout à fait sincère, il m'est arrivé de tomber sur des panneaux où je me suis posé la question. Mais on se pose la question une fois, après on va voir et après on sait. Mais alors, moi, merci, parce que du coup, je faisais jamais attention à ce type de panneau. Et souvent, je vais du côté de Rennes, etc. Mais maintenant, je le regarderai, je ferai ma crâneuse dans la voiture. Hé, les copains, vous savez ce que c'est que ce panneau? Et ben pour une dernière info, Laurence, tu peux non seulement le retrouver à Rennes, certes, mais aussi à Bordeaux. Ah, très bien. Ah, ben, je vais aller à Bordeaux aussi, ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Merci beaucoup, mon gamin. Merci à vous. Ah, tu restes avec moi? Oui, évidemment. J'ai l'impression, pour notre prochain rendez-vous, qu'on va parler passion, cinéma et voiture. Et avant cela, on va remercier notre ami... Ah, quoique, est-ce que vous connaissez Fast and Furious? Mais je m'en vais rapidement et furieux. C'est ça, hein, c'est Fast and Furious? C'est ça. Allez, c'est Autopassion et c'est signé de l'ami Gabin. Et salut Vincent. Salut Gabin. Tu vas bien? Bah qu'est-ce que tu me ramènes là? Une petite Dodge Charger. Oh bah moi je préférais quand même celle de 70 hein. Et ben aujourd'hui on va parler de Fast and Furious et de celle de 70. Parfait. Nickel, allez on y va. Bon alors Vincent, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette Dodge? Dodge Charger 70. Produite entre 1966 et 1978. Dedans il y avait un V8 de 7 litres 2, 375 chevaux. C'est bizarre parce que dans le film ils disent qu'elle fait 900 chevaux. Oui, on peut tout préparer, c'est sûr qu'on peut arriver à sortir 900 chevaux, surtout que c'est un gros moteur quand même de 7 litres 2, donc il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu sais pourquoi elle est autant connue cette voiture? Ah bien sûr, Vin Diesel. Eh ben non, non. Ah pourquoi? Le NASCAR. Ah. Cette voiture a fait beaucoup de courses de NASCAR. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que c'est assez rare, on voit
plus trop ça aujourd'hui, mais cette voiture, tous les ans, elle a été modifiée. Quand tu rentres en NASCAR, tu dois avoir au moins 500 voitures à la vente pour pouvoir être éligible au NASCAR. Ok. Et eux, comme ils voulaient gagner absolument le NASCAR pour se mettre justement cette notoriété, tous les ans ils ont apporté des modifications. Très souvent sur la lunette arrière. Ils avaient une lunette arrière très longue, mais ils avaient des problèmes d'aérodynamisme. Donc c'est beaucoup de problèmes d'aérodynamisme. Après ils l'ont rétréci. À la fin ils ont même mis un aileron à l'arrière de cette voiture. Et du coup elle a un très gros palmarès dans le NASCAR. Dans cette voiture, tout à l'heure, tu me parlais d'un V8, mais pour le film, ils ont utilisé un moteur Chevrolet, le LS3 de Chevrolet. Ouais, enfin, ça c'est la magie du cinéma. Ah, clairement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la magie du cinéma, ils ont plutôt utilisé en fait une Dodge Charger de 69 qu'ils ont modifiée pour qu'elle soit au maximum ressemblante à celle de 70. Et t'as vu dans le film, quand elle fait un wheeling, je te rassure, ça doit pas se passer comme ça. Hein. Parce que pour faire un wheeling avec une voiture d'une tonne 8, c'est quand même très compliqué. Et tu sais comment ils ont fait? Bah non. Et ben ils ont tout simplement mis des vérins hydrauliques sous la voiture avec des petites roulettes. Et pour cacher le mécanisme, ils ont créé de la fausse fumée artificielle en fait qui sort des roues arrière. C'est génial le cinéma. Ah ouais, c'est incroyable. Dans ce film, ils ont utilisé 3 Dodge. Une pour les petites cascades, une pour les gros tonneaux et une troisième qui est en fait posée sur un camion où les caméras sont devant la voiture et c'est pour faire les plans où ils sont en train de rouler à toute vitesse quoi. Vu tout ce qu'ils ont fait dans le film, c'est pas beaucoup 3 voitures. Ouais, c'est clair. Et tu connais Le Retour de la Coccinelle, le film? Ouais. Et ben faut savoir que dans la scène de la casse, la Dodge apparaît en arrière-plan et en fait c'est vraiment un petit clin d'œil à Fast and Furious qu'ils ont fait. C'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. Bon bah Vincent, je te remercie. Pas de quoi, Et ça m'a fait puis plaisir. Laurence, Vin Diesel, tu prends ou tu prends pas? Eh ben écoute Gabin, Vin Diesel, moi je prends, je suis assez d'accord, même s'il est électrique là, sur ce coup-là, ou essence. Merci beaucoup, j'ai appris plein de choses encore. Bah j'espère, ça t'a plu encore une fois, j'espère. Ouais, mais moi je crois que ça va me plaire tous les dimanches matin. Ah, j'espère bien quand même. Allez, on va continuer et c'est pas pour toi. Je te promets, ce n'est pas pour toi. Le prochain rendez-vous, c'est Sam Gonfle et on retrouve tout de suite Pierre Chasseret. Pierre, ça nous gonfle parce que c'est un véhicule volé toutes les 4 minutes en France et en fait, c'est notre pays qui fait partie maintenant du top 3 des véhicules les plus volés. Ouais, c'est ça, Lolo. Et si j'étais toi, depuis qu'on a commencé l'émission, il y a déjà quelques voitures qui sont parties. J'irai vérifier s'il y a encore ta voiture juste en bas. Je sais que tu es un peu poisseuse sur ce côté-là. Alors c'est vrai, la France fait partie du top 3 des pays européens où on vole le plus de voitures. Regardez les chiffres, ça fait très mal. Il s'est volé, selon Coyote Secure, 140 400 voitures l'an passé. C'est plus 5% par rapport à 2022. Comparons-nous un petit peu à nos voisins européens. Tiens, l'Allemagne, uniquement sur les voitures et non pas les véhicules, parce que dedans il y a les mobylettes, les motos, les vélos, que les voitures. Eh bien, si on va du côté de l'Allemagne, c'est simple, c'est 30 000, 29 985 vols de voitures. La France, plus de 70 000. Rien que ça. Alors, tu vois, quand tu vois ça, Lolo... Ah bah, eh bien tu te là- demandes pourquoi la France, pourquoi on est arrivé là. Eh bien, l'explication, elle réside dans le fait que la France est un point de passage idéal pour le voleur pour faire partir ses véhicules volés, notamment dans les pays nord-africains où il y a beaucoup de véhicules volés qu'on retrouve là-bas. Donc forcément, eh bien, on va retrouver nos véhicules là-bas et je vous propose aussi de découvrir dans quelle région on vole le plus les voitures. Allez, sans surprise, première région, Paris-Île-de-France. C'est là que ça fait le plus mal. Fondamentalement, on va descendre Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis Auvergne-Rhône-Alpes, bon, Paris, Marseille, Lyon pour faire simple, Hauts-de-France, Lille n'est pas très loin, et les Pays de la Loire, du côté de Nantes. Allez vérifier quand même si votre voiture est juste en bas, bien garée. Mais alors concrètement, est-ce qu'il existerait des moyens pour essayer de se prémunir des vols, ne serait-ce que de notre voiture ou celle des copains? Oui, Laurence, ouais, il y a des moyens. Alors déjà, il faut savoir que les vols se font à la souris. Un ordinateur, on se pose devant votre voiture. Je mets un chat dans ma voiture, hein. On se connecte. Oui, alors ça serait pas mal, mais ça marche pas. Je vous conseille plutôt la canne de volant. Tu sais, la vieille canne. Parce que le voleur qui vient, lui, il vole sans effraction. C'est un petit geek, c'est un génie de l'informatique. Mais en tout cas, il ne sait pas voler, il sait pas couper, il n'a pas de pince-monseigneur sur lui. Donc revenez à cette canne de volant, c'est pas cher. C'est plutôt pas mal, mais ça suffit pas. Ça dissuade, mais ça suffit pas. Sinon, vous avez des petits traceurs GPS. Bon, voilà, on connaît tous les meilleurs. C'est ceux qui vous permettent de ne pas jouer au cow-boy. Parce que si vous mettez une petite puce dans votre voiture, déjà, ça marche pas. Le deuxième point, c'est que derrière,
Vous allez peut-être à certains endroits voir votre véhicule. Ne jouez pas au justicier. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir les forces de l'ordre. Et pour ça, il existe des services comme Coyote Secure qui produit cette étude, qui permettent de récupérer le véhicule par des professionnels en relais avec les forces de l'ordre en moins de 48 heures. Je crois de mémoire que c'est 91% des véhicules qui sont récupérés en moins de 48 heures. Bon, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et ça, ce qui me gonfle, c'est certainement qu'on vole les voitures. Ce qui me gonfle pas, c'est qu'on a quand même quelques solutions pour les retrouver. Bon, bah, je garde en tête comment tu dis, la canne. Canne. Pour mettre sur ma voiture. J'espère qu'on va pas me la voler celle-là. Merci Pierre. Allez, tout de suite dans notre rendez-vous en roue libre que vous retrouvez tous les dimanches matins. Et n'hésitez pas, hein, vous êtes aussi avec nous sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, abonnez-vous. Faites découvrir l'émission autour de vous. Instagram, c'est pareil, c'est en roue libre, 40 millions d'automobilistes. Et vous nous posez vos questions, vous réagissez au sondage que l'on vous propose. Et d'ailleurs, voici un moment fort de notre rendez-vous. Le pour ou contre, est-ce que vous êtes prêt à convertir votre voiture, surtout par exemple si c'est un diesel au GPL? On en parle tout de suite. C'est un des rendez-vous forts de notre émission en roue libre sur YouTube, puisque vous allez voir qu'on va traiter des sujets qui nous intéressent tous, et particulièrement celui qui arrive. Êtes-vous pour ou contre de convertir votre voiture au GPL? Alors pour en parler, Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes, bien sûr, est avec nous. Et puis on accueille Iphigénie Ngounou, qui est de Rétrogaz et qui a mis au point un système pour pouvoir, si je ne dis pas de bêtises, métamorphoser ma voiture au GPL. Mais avant de vous donner la parole, tous les deux, je vous propose d'écouter ce que vous nous avez dit, vous, lorsque l'on vous a posé la question. Écoutez-vous. On pense convertir sa voiture au GPL. Je dirais pour, même si je ne m'y connais pas tellement au GPL, donc je ne suis pas très renseignée, mais pour quand même, parce que je pense que ça peut être bien. Alors j'ai pas assez de recul par rapport à ça. Contre ou pour? Et pour. Pour. Pour, mais si, pourquoi pas. Alors je suis pour. Eh bien, vous êtes quand même en majorité plutôt pour convertir la voiture au GPL. La grande question, la grande surprise, c'est quand même qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas encore ce que c'est, Pierre Chasseret. Oui, je suis pas très étonné. Je suis pas très étonné parce que ces énergies nouvelles, on nous parle que d'électrique. Et le GPL, c'est pas nouveau en soi. C'est juste que il y a un manque sérieux de communication, alors que dans d'autres pays, comme en Italie par exemple, eh bien le GPL, ça tourne, Iphigénie. Absolument, ça tourne en Italie, ça tourne très bien, ça tourne en Allemagne, en fait, ça tourne dans la plupart des pays de l'Union européenne, en Espagne, au Portugal. Ça veut dire que c'était une exception française en fait. Oui, qui date d'il y a quelques années, parce qu'en fait, le GPL est quasiment mort-né en France, il y a une vingtaine d'années, suite à une explosion malheureuse d'un particulier qui avait installé tout seul son kit et il n'avait pas mis de soupape. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le GPL est un gaz assez lourd, donc il a plutôt tendance à rester au sol, inodore, et donc du coup le lendemain quand il est retourné dans son garage, ça a fait boum, et lorsque les pompiers sont arrivés, il y a des pompiers qui sont morts, et l'État justement a été attaqué parce qu'il n'avait pas suffisamment cadré, et donc du coup ça a tué effectivement l'avènement du GPL en France. Alors avant de continuer, je voudrais savoir qu'est-ce que Rétrogaz, puisque vous êtes, vous Iphigénie Ngounou, Rétrogaz, beaucoup de gens ne le connaissent peut-être pas. Oui, alors Rétrogaz est une start-up effectivement qui s'est spécialisée sur la conversion du GPL en dupliquant ce qui existait pour l'essence, puisque c'est la technologie qui existait en France, sur le diesel. C'est-à-dire que vous avez proposé un système qui permet aujourd'hui de basculer un véhicule diesel en GPL diesel, sauf que ça, Laurent, ça a une conséquence. C'est qu'on bascule aussi en critère 1, non? Exactement, c'est-à-dire que nous, on s'est battu pour que, effectivement, les diesels puissent avoir les mêmes avantages que l'essence dès lors qu'ils roulent au GPL. Il y a eu une petite controverse sur le système, justement sur le mot de bicarburation, c'est-à-dire que pendant un temps, il y a des voix qui se sont élevées en disant « mais la bicarburation, attention, c'est quand on choisit l'un ou l'autre ».
c'est pas quand on mélange les deux. Et donc, on ne va pas le cacher, ça a été une période assez complexe pour votre structure, parce que derrière, sur ce mot de bicarburation et sa traduction en français, le dual fuel, en fait, il y a eu des interprétations différentes de cette notion de bicarburation. Alors j'ai regardé quelque chose qui est très clair. Tu sais, en France, Lolo, quand on ne sait pas, on regarde le journal officiel. Et on dit, que dit la loi? Oui. Et que dit la loi? Eh bien, la loi, elle est très claire dans son article 8, paru au journal officiel, dans un arrêté du 21 juin 2024. Elle stipule très précisément que l'on soit en bicarburation ou que l'on soit en mélange GPL diesel, c'est critère 1. C'est clair, net et précis. Donc aujourd'hui, la promesse que vous faites à l'automobiliste qui prend contact avec vous, si j'ai bien compris, c'est de lui fournir ce kit qui permet de conserver sa voiture et de rouler dans des zones à faible émission, de rouler dans Paris, de garder un véhicule qui ne mérite pas la casse. Effectivement, certains pensaient que bicarburation, c'est soit l'un, soit l'autre. D'autres ont compris que c'était les deux. Donc du coup, il y avait une zone de flou qui nous a été préjudiciable. Cela dit, je suis désolé, mais vous avez converti des critères 1. Moi, je les ai vus. Oui, j'ai vu des voitures diesel critères 1. Donc, très concrètement, c'est clair et net. Il n'y avait même pas de débat. Maintenant, il y en a encore moins. Mais elles existaient, ces voitures en critère 1. Je les ai vues sous les yeux. Oui, tout à fait. Même moi, mon propre véhicule était critère 1. Mais techniquement, on emmène notre voiture diesel chez vous et vous la convertissez. Oui, effectivement. Donc en fait, pour les véhicules diesel, on crée un système parallèle au système originel. Donc on n'enlève absolument rien du véhicule. On vous rajoute un deuxième réservoir. Et à l'avant, on vous rajoute un deuxième jeu de calculateur, de vapodétendeur et d'injecteur. Et c'est dans le calculateur que réside notre supplément d'âme, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme qui va venir prendre la main sur le calculateur gasoil et leurrer le moteur pour que lors de la calibration, le moteur en fait il pense qu'il roule 100% en gasoil alors qu'en fait on l'a trompé, il roule avec les deux carburants. Ça veut dire en plus, au-delà de cette vignette critère, que je fais des économies. D'ailleurs, je vous propose de retrouver Aurélie de 40 millions d'automobilistes parce qu'on lui a posé la question sur le GPL. Est-ce que l'on peut vraiment réaliser des économies quand on convertit sa voiture au GPL, Aurélie? Bonjour Laurence. Pour savoir dans quelle mesure on peut réellement faire des économies en convertissant son véhicule au GPL, je me suis prêtée à quelques petits calculs sur deux profils de conducteurs. Premier exemple, prenons le cas d'un automobiliste qui possède un monospace, motorisation diesel et qui parcourt environ 18 000 km par an. Actuellement, avec les prix qui sont affichés à la pompe, l'usage de son véhicule lui coûte 2 100 € par an rien que pour le carburant. Si demain ce même automobiliste choisit de convertir son véhicule au GPL, il paiera son carburant 1 860 €, soit une économie de 240 € par an. Même calcul, cette fois avec un automobiliste propriétaire d'une petite citadine, motorisation essence cette fois, et qui parcourt environ 10 000 km par an. Pour son carburant, cet automobiliste dépense chaque année 986 €. Si demain il convertit son véhicule au GPL, il dépensera 667 € par an en carburant, soit une économie moyenne de 319 € par an. Sur un budget carburant annuel, en fonction de l'utilisation du véhicule et de la motorisation d'origine, la conversion au GPL permet donc de réaliser des économies allant de 10 à 40 %. Et est-ce qu'il y a d'autres avantages au GPL? Si on continue à parler avantages économiques, on doit mentionner le fait que les véhicules GPL étant considérés comme des véhicules propres, ils bénéficient de dispositions fiscales particulières, comme par exemple l'exonération partielle ou totale du coût de la carte grise. Par ailleurs, il faut aussi souligner le fait que le prix du GPL à la pompe est extrêmement stable, contrairement aux autres carburants. En effet, ces dernières années, le prix du GPL n'a connu que de très faibles variations ces dernières années, de l'ordre de 1 à 2 centimes par litre, contrairement au sans-plomb ou au gazole par exemple, qui ont connu des variations de 40, 50, voire même 60 centimes d'euros par litre ces 2 dernières années. Merci beaucoup Aurélie. Mais alors du coup, comment on fait?
Bah, ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser, Iphigénie. Est-ce que c'est simple de basculer au GPL? Est-ce que ça a un véritable intérêt? Est-ce que j'ai entendu dire aussi qu'on pouvait peut-être même garder le kit après, qu'il était valable pour une autre voiture? Bref, comment ça marche tout ça? Oui, tout à fait. Donc, nous avons mis au plan un kit qui est universel, c'est-à-dire quelle que soit la marque de la voiture, quel que soit le kilométrage, quel que soit l'âge du véhicule, c'est compatible, tout moteur diesel. Il faut une voiture bien entretenue, je suppose. Oui. Alors, effectivement, le gaz ne souffre aucune imperfection, donc effectivement, il faut que le véhicule, la base, elle soit saine. Donc du coup, à l'entrée, il y a un contrôle. Donc déjà, le véhicule doit arriver avec un contrôle technique de moins de 6 mois. Et ensuite, nous, on fait une réception atelier pour vérifier que effectivement, le véhicule a été correctement entretenu, notamment au niveau pour les gasoils, au niveau du pot d'échappement, puisqu'on va venir y accoler des capteurs et il ne faut pas que le pot d'échappement soit en piteux état. Je le répète parce que c'est important. Vous faites des économies, donc peu à peu, vous allez pouvoir rentabiliser le kit dans lequel vous avez investi. Et le point le plus important, c'est que votre véhicule, vous n'avez plus à le mettre à la casse, il ne perd plus non plus, il n'est plus décoté, bien au contraire. Et vraiment, c'est officiel, au journal officiel, il devient Critère 1. Alors, question de fille, ça coûte combien? On ne peut pas finir sans... Combien ça va me coûter, moi, de... Alors effectivement, ça dépend de la cylindrée du véhicule, parce qu'effectivement, plus le moteur il est gros, plus il faudra fournir en gaz pour soutenir la performance. Mais on peut dire qu'en moyenne, pour les véhicules légers, c'est-à-dire, ce que j'entends véhicule léger, c'est jusqu'à 3,5 tonnes. Il faut compter en moyenne 3 500 €. Ah bah ça coûte beaucoup moins cher que de racheter une voiture neuve, de mettre la mienne à la casse ou même une voiture d'occasion. Oui, tu offres une seconde vie et puis ce qui est génial, c'est qu'à la fin, le kit, en fait, tu peux le retirer de cette voiture pour aller l'apposer sur ton prochain véhicule. Et là, ça devient intéressant parce que c'est pas un kit qui est jetable, ça devient un kit que tu vas réutiliser sur ta prochaine voiture en payant un carburant à 80 centimes. Et donc là, la rentabilité continue. En fait, on paye une fois, oui, c'est vrai. C'est pas donné, mais sauf que c'est fondamentalement dans le temps amorti. Aujourd'hui, le prix, c'est 1,50 € le plein, 1,60 € dans certaines stations, et pas dans les grandes villes. Mais j'ai aucun doute, hein, je fais confiance à mon gouvernement pour faire remonter les taxes sur les carburants. J'en suis persuadé. Allez, Pierre Chasseret, il va falloir rentrer à la maison. Notre rendez-vous pour ou contre est terminé. J'ai été ravie de vous rencontrer, Iphigénie Ngono. Merci de m'avoir reçu et puis merci aussi sur l'intérêt que vous portez sur ces solutions qui permettent à nos compatriotes de pouvoir avoir une solution, une vraie alternative et financière en et attendant. technique, voilà, et pratique. Voilà. Et le site retrogaz.fr, vous l'écrivez comme ça se dit. Allez, tout de suite, juste dans quelques instants, on va... Oh ben non, tiens, si on y allait maintenant, parce que moi je commence à avoir un petit peu faim, si on allait rencontrer un endroit où on peut passer du bon temps, manger un petit morceau, ça s'appelle Je pars en vadrouille, et qui est mon guide, Jade. Aujourd'hui, on se retrouve pour manger et découvrir Paris, mais d'une façon un peu spéciale. Allez, j'en dis pas plus, venez avec moi. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment tu vas? Très très bien. Bon, je vois que tu nous as ramené un énorme bus. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe dedans? Alors, c'est un restaurant. C'est de la bistronomie. On visite Paris tout en mangeant. C'est un véhicule qui a été fait sur mesure. C'est vraiment du haut niveau. Voilà. Ça a mis 2 ans. De construction. Moi, je suis le chauffeur et le responsable technique. On a 3 services. Le midi, c'est un déjeuner parisien. C'est un menu en 4 étapes. Vous avez le 18h, un apéritif parisien. Là, c'est en 3 étapes. Et vous avez le by night, un menu en 5 étapes avec le fromage du meilleur ouvrier de France. Et tout est fait maison. Vraiment la classe à la parisienne. Voilà. Donc ici, on retrouve vraiment une ambiance années 20-30 dans le style Orient Express. Et c'est vraiment un lieu très intime, très convivial. Et on s'apprête à voir les plus beaux monuments de Paris, donc c'est parti. On se retrouve ici devant le Panthéon avec un petit coucher de soleil dessus, c'est vraiment magnifique.
En complément de ce super décor, on retrouve une tablette audio, vidéo et guide qui vous permettra d'en savoir plus sur Paris, sur ses musées, ses quartiers, ses monuments, et c'est disponible en 6 langues. Bon alors Christophe, tout va toujours bien? Pour moi, ça va toujours bien. Nickel. Et bah après avoir fait un premier petit tour en bus, je trouve ça vraiment incroyable le fait qu'on ait le temps d'apprécier chaque monument. Comment vous faites? En fait, Monsieur Durand a eu l'idée de ce bus-là parce qu'il est passionné de véhicules et de restauration. Donc l'idée qu'il a eue, c'est d'allier les deux. Ok. Et c'est vraiment, moi, je trouve, une très très bonne idée. Et en fait, il a créé un logiciel spécifique pour le bus stocké qui se déclenche automatiquement. On roule environ 13 km/h, ce qui permet aux gens de prendre le temps de manger et d'apprécier chaque monument. Et tiens, pendant que j'y pense, est-ce que vous organisez des soirées spéciales? Alors, on en a 3 dans l'année. On a la Saint-Valentin, obligation pour tous les amoureux. C'est un lieu romantique, donc il fallait faire une soirée pour la Saint-Valentin. On a le 14 juillet et on a le 31 décembre. Et le 31 décembre, là, c'est une soirée vraiment spéciale parce qu'on voit le feu d'artifice, il y a des questionnaires sur Paris, un petit jeu. Sans compter la musique, les gens qui dansent, qui regardent le feu d'artifice, mais on a un questionnaire et vous pouvez gagner des chocolats, des petites choses à gagner pour les meilleurs. C'est génial, au moins ça fait participer tout le monde et puis c'est vraiment convivial et festif quoi. Ah ben voilà, c'est convivial, c'est festif et il y a même des gens qui reviennent chaque année, qui oui, sont sur liste d'attente. Ah c'est super. C'est des très belles soirées. Ça y est, c'est la fin de ce tour inoubliable. Grâce à la vue panoramique, tous les monuments qu'on a vus, c'était vraiment incroyable et éblouissant. Je pense que Laurence, ça t'a donné envie. Hein. Ah, j'avoue que je me laisserais bien tenter. Puis alors, j'aime bien ce côté un peu retour dans les années folles. Wow. Ouais, vraiment, le cadre, il est magnifique, que ce soit entre amis, en famille, en couple ou même tout seul. C'est un super lieu pour découvrir ou redécouvrir Paris. Donc, tu nous resitues tout, c'est le bus stocké. Le bus stocké, la Saint-Germain. Voilà, 1920, il départ à Odéon. Et donc, c'est le midi ou le soir. Les prix, ils sont entre 70 et 110 €, hors soirée spéciale, évidemment. Mais je conseille vraiment ce petit tour. Bon, j'imagine qu'il faut quand même réserver. Oui, évidemment. On peut réserver sur busstocké.fr. Bon, c'est facile, bus stocké, là c'est pareil, c'est comme ça s'écrit que ça se dit. Merci beaucoup, Jade. Merci à toi. Tu sais quoi? Reste avec nous, parce que j'en connais une là, elle est juste à mes côtés. Elle fait plein de bêtises avec sa voiture, permis, pas permis, conduite accompagnée, mais en plus elle la démonte sa voiture. Démonte ta caisse et on retrouve Louane. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que Louane nous a trouvé dans notre voiture? Eh bien, Laurence, j'ai une petite question pour vous tous. Qu'est-ce que c'est que ça? Réponse 1, un accordéon. Réponse 2, une mousse acoustique. Réponse 3, un filtre d'habitacle. Ou réponse 4, la réponse 4. Alors, je vais laisser tomber la réponse 4. Je pense, moi, que c'est un filtre à habitacle. C'est ça. Et alors maintenant, est-ce que tu peux me dire à quoi il sert, où je le mets, enfin, qu'est-ce que j'en fais? Bah, vu son nom, j'imagine que c'est pour filtrer mon habitacle. C'est ça, Laurence. Mais pour plus de précision, moi, je vais choisir l'appel à un ami. Je te présente Camille Debomy, qui est chef de produit filtration chez Bosch. Bonjour Camille. Bonjour Laurence, bonjour Louane. Bonjour Camille. Alors dis-nous Camille, qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça sert ça? Alors, le filtre d'habitacle, il sert avant tout à protéger la santé des passagers. Parce que l'air extérieur contient des particules fines, des poussières, des bactéries, des allergènes, etc. Donc ce sont autant d'impuretés qui pénètrent dans le véhicule et dans l'habitacle. Ces impuretés, il faut les filtrer, donc on a le filtre d'habitacle qui va venir capturer toutes ces impuretés et garantir un air propre, sain et sans mauvaise odeur à l'intérieur du véhicule. Ok, super. Bon alors moi, je sais pas du tout si j'ai déjà changé ça sur ma voiture. Enfin, moi personnellement jamais, mais je fais appel à mon garagiste. C'est ça, mais ça se change, enfin, tous les... combien de temps à peu près? Alors, effectivement, ça se change tous les ans. Alors, Bosch recommande de le changer tous les ans ou tous les 15 000 km. Si vous ne changez pas votre filtre d'habitacle régulièrement, vous pouvez avoir l'apparition de mauvaises odeurs dans l'habitacle, le temps de désembuage sur les vitres, le pare-brise qui est beaucoup plus long, et des réactions allergiques, notamment pour les personnes qui sont concernées, soit 18 millions de Français quand même. Ah, c'est ça, quand il est sale. Ah oui, c'est très sale.
très très sale. Du coup, en fait, j'imagine, Camille, vous qui êtes de chez Bosch Filtration, j'aime beaucoup, quand je fais faire ma vidange ou mon garagiste qui entretient ma voiture, lui, tous les ans, va me dire, Laurence, il est temps de changer ton filtre habitacle, je te le change. Alors, dans les faits, c'est ce qui devrait se passer. Mais dans les faits, on y pense moins parce que les autres filtres protègent le moteur. Ici, on protège la santé des passagers, mais on ne protège pas forcément le moteur directement. Donc, on y pense moins. Et Camille, qu'est-ce qui se passe si je le change pas du tout? Oh, je monte pas avec toi en voiture. Alors, si vous le changez vraiment pas, vous allez avoir de la moisissure. Donc, ça va diffuser l'odeur de moisissure dans l'habitacle. Le temps de désembuage qui va être plus long. Des réactions allergiques si vous êtes allergique, etc. Donc, c'est vraiment très important de le changer puisqu'on touche à la santé, vraiment. Est-ce qu'il existe plusieurs types de filtres à habitacle? Oui, excellente question. Alors, chez Bosch, on a trois gammes de filtres d'habitacle. Donc, le filtre d'habitacle standard, à charbon actif et Filter Plus Pro, donc vous avez ici. Et on a différentes performances de filtration en fonction de la gamme qu'on choisit. Très bien. Bon, on a fait le tour, je crois. Moi, je vais filer le changer. Ah, ok. On a une idée des prix? Alors, pour le prix, il faut compter en moyenne entre 20 et 30 euros hors main-d'œuvre, selon la gamme et bien sûr selon le véhicule. Très bien. Bon, bah super. Donc, toi, tu vas changer ton filtre à habitacle. Et moi, je crois que ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai un bon garagiste qui me fait toujours les bonnes propositions. Merci beaucoup, Camille Desmoby. Merci à vous. Merci. Responsable Bosch Filtration. Enfin, Chef de produit filtration. Chef de produit filtration. Bah, on aura le plaisir de vous revoir. Avec plaisir. Eh ben, j'y compte bien. Bon, en tout cas, je ne sais pas si lui, il a changé son filtre à habitacle il y a longtemps. On va lui poser la question parce qu'il lui arrive que des galères. Et là, j'ai l'impression que pour le rendez-vous qui arrive, eh ben, il a manqué d'air, le père Gabin. C'est à suivre. Bah Gabin, qu'est-ce que tu fais là? Une grosse galère encore sur la route là, mon pneu il a éclaté, la voiture elle faisait boum boum, là faut que j'aille voir Gilles. Ah bon vas-y, il est dans son bureau. Merci Sonia. Salut. Alors raconte-moi. Encore une grosse galère Gilles. Je roule tranquillement, mais vraiment tranquillement. Et là d'un coup la voiture, boum 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 boum, le pneu crevé, je sais pas quoi faire, je m'arrête sur le bord de la route et je t'appelle. T'es sûr que c'est pas tes amortisseurs? Je suis à peu près sûr que c'est le pneu pour une fois. Ah oui, t'as senti? Est-ce que t'as un témoin qui s'est allumé dans ta voiture pour dire que t'avais un pneu sous-gonflé? Ça doit être ça. Ça doit sûrement être ça, ouais, j'ai eu ça. Et donc tu t'es arrêté tout de suite? Ah, tout de suite. Alors on a la solution. Dis-moi. On a un produit qui s'appelle Répare Crevaison, qui répare les crevaisons jusqu'à 5 mm de diamètre. C'est un produit que tu mets, donc que tu injectes sous pression dans ton pneu, et qui va venir se mettre sur toute la circonférence de l'enveloppe. Et donc par la force centrifuge, ça pousse le produit vers l'extérieur et ça bouche les fuites qui sont occasionnées par des clous ou des vis. Ensuite, tu vas chez ton garagiste, tu peux rouler jusqu'à 40 km, et là, ton garagiste va vérifier, refaire la pression et réparer la crevaison. Simple, rapide, sans démontage. Très bien. Et t'as le produit? Ouais, j'ai le produit, je te le donne tout de suite. On va le tester? Allez, c'est parti. Bon, alors Gabin, ouais. Là, si tu as une crevaison, tu t'arrêtes tout de suite, et comme tu es prévoyant, la prochaine fois, évidemment, tu auras dans ta voiture un répare crevaison Bardal. Ok, sûr. D'accord? Sûr. Bon, tu dois toujours, pour regonfler ton pneu, tu vas bien t'assurer qu'il est à plat. Ok. Tu vas le vider complètement. Ok. Tu vois là, il n'y a plus d'air, tu vois, on entend. Donc maintenant, tu vas pouvoir utiliser le produit. Alors le produit, tu retires cette petite pastille qui est ici, tu vois, tout simplement comme ceci. Hop, voilà. Tiens, je te la confie. Merci. Et puis, tu vas toujours remplir ton pneu avec la valve à midi ou à 3 heures. Ok. Pourquoi? Pour que ton produit se diffuse vers le bas et donc vienne traiter l'intégralité de ton pneu. Ok, très bien. D'accord? Donc tu vas visser gentiment l'embout sur donc, ta valve, ok, tu es d'accord? Tu vois? Et puis, tout simplement, tu vas appuyer de toutes tes forces et vider l'aérosol jusqu'au bout. Ok. Tu comprends? Regarde. Donc tu vas voir. Tu vois? Voilà. Ouais. Alors quelquefois ça déborde un peu, mais c'est pas très grave. Et tu vois, ça va très très vite. Et tu vois que ton pneu, tu vois, il se regonfle. Tu vois? Ah ouais. Voilà. Et donc là, maintenant, l'aérosol, tu vois, il est vide. Tu t'arrêtes. Et une fois que tu l'as rempli, eh bien, tu dévisses. Et voilà. Et donc maintenant, tu vas revisser tout simplement. Okay. Tu peux partir tranquille. Une fois que tu as fait ça, tu jettes évidemment la bombe dans ta poubelle.
Ok, bah merci beaucoup Gilles. Hein, Bah, je t'en encore une prie. fois. Bon, allez, je vais aller me laver les mains. Ouais. Des trucs comme ça, tu m'appelles pas trop souvent. Hein. Ça marche. Salut, Allez, ciao. Salut Gilles. Eh ben décidément, toi. Je m'arrête jamais. Hein. Mais il y a un moment, tu vas peut-être faire attention. Quoique non, continue. Parce que grâce à ça, nous tous, vous et moi, on apprend plein de trucs. Mais Laurent, ça veut dire fais attention. Mais c'est pas que je fais pas attention, hein, c'est vraiment ça me tombe dessus, j'ai rien demandé. Hein. D'ailleurs, si vous avez aussi vécu des galères, vous n'hésitez pas, hein, vous réagissez sur les réseaux sociaux, vous nous envoyez un petit mail ou un petit message sur Instagram, évidemment en roue libre, ou même sur YouTube, hein, où vous êtes là, vous pouvez écrire des petites choses. Racontez-nous aussi les galères que vous avez vécues avec votre voiture, votre moto, votre vélo, votre femme, homme. Non, ça, c'est pas le but. Merci, tu restes avec nous? Ouais, je reste ici. Parce que là, il avait crevé, mais tout à l'heure, il va déjanter. Allez, hop, on reste là. Dites donc, maintenant, on continue. Et bonus, pas bonus, on va parler d'assurance. Bon, bah, grâce à ce rendez-vous, on va en savoir plus sur nos assurances. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment pratique parce que personne ne lit complètement ses contrats. Ah bah c'est clair. Et là, on retrouve Olivier Moustasakis, cofondateur de Assurland. Pour quel sujet? La négociation du tarif de l'assurance. Ouh, j'écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Jade. J'ai entendu dire que tu savais très bien négocier autant au travail que dans la vie perso, mais est-ce que tu aurais des conseils pour négocier le tarif d'assurance? Alors, dans un contrat d'assurance, il y a le mot contrat. Hein, donc, c'est un accord qui est passé entre deux parties, donc entre un assureur d'une part et un assuré hein, qui veut souscrire. Donc, il ne faut pas hésiter à négocier son contrat. D'accord? Donc, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser, il y a des outils qui existent sur Internet, des comparateurs qui permettent de faire le tour du marché rapidement en quelques minutes pour, en fonction des besoins et des garanties que tu souhaites, quels sont les différents tarifs qui sont proposés d'un assureur à l'autre. Et ils peuvent être très différents, hein. Ça peut aller du simple au quadruple hein, pour un même profil donné entre un assureur et un autre. Donc il ne faut pas hésiter à aller appeler son assureur et ensuite à négocier son contrat. Donc on peut faire varier le montant de la franchise. Plus la franchise, c'est-à-dire le reste à charge en cas de sinistre, sera élevé, plus la prime sera faible. Donc il ne faut pas hésiter à négocier en disant voilà, moi ce type d'option, je n'en ai pas besoin, ou quel tarif vous me proposez parce que j'ai vu chez un autre assureur qui me proposait un tarif plus attractif. Voilà, donc en fonction de tous ces éléments-là, il ne faut pas hésiter à négocier. La négociation, ça fait réellement partie du jeu. La seule chose, c'est que souvent les gens n'osent pas négocier, mais il ne faut pas hésiter à le faire. Et hormis la négociation, est-ce qu'il y a des petits éléments qu'on peut enlever en fonction du type de véhicule, de notre âge, etc. Alors il y a des éléments qu'il faut regarder en effet en fonction de l'âge du véhicule et de la valeur du véhicule. Ne pas forcément souscrire des options tout risque hein, qui sont plus onéreuses. Si le véhicule est très ancien, il y a un principe de base dans l'assurance, c'est que la fidélité ne paie pas. Il y a des gens qui sont assurés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans auprès du même assureur. En faisant simplement un petit tour de marché, ils peuvent économiser jusqu'à 40% de ce qu'ils payent parce qu'en fait, les assureurs ont souvent un tarif attractif les premières années pour attirer un nouveau client, mais ensuite, année après année, ils augmentent leurs tarifs hein, pour rattraper l'effort commercial qu'ils avaient fait en première année. Tous les 2 ans, faire un petit tour de marché pour voir si votre assureur est toujours dans les clous au niveau du tarif, ça vaut la peine de le faire et parfois vous avez des écarts assez significatifs. Grâce à tes conseils, je pense que je vais être la reine de la négociation. Et puis si ça te va, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit bonus assuré. Super, à la semaine prochaine, merci. Ouais, et en tout cas, moi, comme disaient ma maman et ma grand-mère, un sou, c'est un sou. Donc si je compare bien, je peux encore gagner des sous. Exactement, et maintenant tu sais où comparer. Bah oui, assurland.com. Exactement. Enfin, quand je dis gagner des sous, je sais pas, mais en tout cas, en perdre moins. C'est ça. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de notre rendez-vous. J'ai envie de remercier toute l'équipe, hein, Pierre. Quoi? T'as encore oublié mon déjanté là. Non, je l'ai pas oublié, c'est que je voulais pas le regarder. J'ai encore peur d'y passer. Bah, tu sais que tu vas y passer, Laurence. Hein. Tu le sais. Bon, allez, on est parti avec la première image. Regardez bien, donc la première image, c'est tout simplement Laurence, qui, on l'a vu tout à l'heure, Olivier Moustasakis, a du mal avec son prénom. Hein. Et elle a beau demander à Jade, elle a toujours du mal, écoutez. Olivier Moustasakis. Moustasakis. Voilà. Elle répète, mais elle redemande vraiment 5 secondes après. Hein. Olivier Moustasakis. Moustasakis. C'est ça. Et ça ne l'empêche pas de se tromper. Et merci beaucoup à Olivier Toujours pas. Donc elle a trouvé la technique. La technique. Merci beaucoup Olivier, on aura le plaisir de vous retrouver avec assurland.com. Ah ben voilà, le problème est réglé. On salue Jean-Baptiste Yoska, l'avocat de droit routier de notre émission, qui est jamais sérieux. J'avais un petit bouton, il a pas oublié de me le rappeler. Non mais... Jade, la semaine dernière, elle a répété beaucoup d'insultes, et cette semaine, elle a répété encore une fois. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon.
Bon, je pense que c'est bon, on l'a bien compris. Jean-Baptiste aussi, qui n'est pas très gentil avec moi, je me demandais si ma coupe était bonne. Un tout petit peu haut. Ça va ou pas? Là? Je sais que c'est à chier, mais sur le niveau à chier, c'est à chier bof ou à chier... chier. 4 sur 10. Bah, nickel, merci beaucoup Jean-Baptiste. Toujours très gentil avec toute l'équipe. Merci beaucoup pour mon deuxième déjanté. Eh ben de rien, et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, en tout cas ce matin, on t'a fourni ce qu'il fallait pour un troisième déjanté à venir la semaine prochaine. On se quitte? On se quitte. Merci à tous de nous avoir suivis. Parlez de l'émission autour de vous. N'hésitez pas, plus on sera d'abonnés, plus on sera ensemble, plus on sera heureux. Merci à toute l'équipe, donc Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes, Philippe, The President, qui est également avec nous, puisqu'il regarde l'émission ce matin, Maître Yoska, notre avocat, et puis les invités que nous avons eus. Salut Gabin, ciao Louane, merci à Lenny aussi pour ce rendez-vous, et salut Majad. Et bisous, bon dimanche.